Hallgeri Hayrana Gisner, nach այսօր կուզեի ձեզ եսեմ, որ իմ հաղորդաշարը բիդելլա ֆրանսերեն լեզվով։ Chers compatriotes, une fois n'est pas coutume, je voulais donc intervenir aujourd'hui en langue française pour pouvoir exposer nos derniers travaux, les derniers travaux donc de la présidence de l'Arménie occidentale en direction de la question du génocide des Arméniens. Bien entendu, comme vous le savez, tous les ans, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les Arméniens, descendants des rescapés du génocide, que ce soit en Arménie occidentale ou en dehors de l'Arménie occidentale, commémorent les victimes du génocide perpétré contre la nation arménienne par trois gouvernements successifs turcs de 1894 à 1923 en Arménie occidentale, et cette commémoration a pour objet de pouvoir se réunir, s'unir avec l'esprit de nos ancêtres et de les accompagner dans cette marche éternelle entre l'existence et la non-existence. On va présenter les choses de cette façon. Et de rappeler cette souffrance qu'ont vécu nos parents directement, nos arrière-grands-parents, issus d'un même territoire, issus d'un territoire dont ils sont autochtones, c'est-à-dire dont ils ont vécu depuis des milliers d'années, plusieurs milliers d'années, et cette existence sur ce territoire est factuellement validée par l'ensemble de nos tests ADN, issus donc d'une population de ce territoire. Ce n'est plus seulement une question de civilisation, ce n'est plus seulement une question d'histoire, voire même d'identité, c'est une question également scientifique. Lorsqu'on parle du génocide des Arméniens, on parle d'un crime contre l'humanité qui a été perpétré contre une population précise. Ce n'est pas donc le génocide qui est arménien, c'est la population victime qui a subi ce crime. Cette population victime qui a subi ce crime a des droits. Et ces droits nécessitent un combat permanent dans tous les domaines, y compris du négationnisme et de la falsification, pour pouvoir obtenir des réparations vis-à-vis de l'État ou des États qui ont perpétré ce crime. Plus d'un siècle après le génocide commis contre les Arméniens de 1894 avec les massacres de Sassoun jusqu'en 1923, mais également jusqu'à aujourd'hui lorsque on présente la question des Arméniens d'Artsakh, en Arménie occidentale, une question longtemps restée en marge du débat international refait surface avec force, et c'est l'actualité qui présente les choses de cette façon, celle des dizaines de milliers d'orphelins, d'enfants en tout cas, devenus orphelins
à la suite de l'extermination systématique de leur famille, de leurs parents. Au-delà de la tragédie humaine, ces orphelins constituent aujourd'hui un élément central d'un débat juridique international portant sur la responsabilité des États. Lorsqu'on parle des États, bien entendu, on parle de l'Empire ottoman qui s'est poursuivi sous forme de la Turquie et ensuite de la Turquie. On parle également de l'Allemagne qui a reconnu sa complicité dans l'exécution du génocide perpétré contre les Arméniens. On parle également de la France qui a abandonné les populations arméniennes alors qu'elle en avait le protectorat et les a transmises au bourreau, c'est-à-dire au groupe chargé d'exécuter la basse besogne, c'est-à-dire de les exterminer, euh, au moment où la France, par un acte qui est l'accord d'Angora, reconnaissait une dimension, on va dire, politique aux forces kémalistes de l'époque. À la fin de la Première Guerre mondiale, le paysage du Proche-Orient est marqué par une réalité bouleversante. Des dizaines de milliers d'enfants arméniens, issus d'Arménie occidentale, errent sans famille, survivant des déportations, des massacres et des marches dans le désert syrien. Face à cette situation, un réseau humanitaire international inédit se met en place. Des organisations comme le Near East Relief, soutenues par les acteurs européens et américains, créent un vaste système d'orphelinat s'étendant de l'Arménie occidentale à la Syrie, du Liban à l'Arménie orientale et jusqu'à la Grèce. Dans des lieux comme Alexandropol, par exemple, aujourd'hui Gumri, Alep ou Djebel au Liban, ces enfants sont recueillis, soignés et formés. Rien qu'à Alexandropol, jusqu'à 30 000 enfants ont été hébergés dans ce qui devient alors la plus grande concentration d'orphelins au monde. Pourquoi précisément nous parlons d'Alexandropol, aujourd'hui Gumri? Parce que Gumri correspond à la seconde ville de la République arménienne d'Erevan. Cette République arménienne, dont aujourd'hui les représentants politiques, les responsables politiques, mettent en cause le nombre d'Arméniens qui ont pu subir un génocide, qui ont pu subir les massacres et les déplacements forcés, en prétendant qu'il faudrait dresser une liste de cette population victime. Et nous, au niveau donc de l'Arménie occidentale, nous voudrions répondre à cette, on va dire, déviance en donnant des faits précis. Et un des faits précis, et on reviendra sur d'autres faits par la suite dans d'autres interventions, correspond à la question des orphelins. De cette nation d'orphelins issus d'Arménie occidentale, qui est la racine de notre existence aujourd'hui. Le génocide a provoqué une catastrophe démographique sans précédent pour les enfants arméniens d'Arménie occidentale. Environ 500 000 enfants furent tués ou périrent de faim et de maladie. 500 000.
On n'aura jamais les noms de ces enfants. Des centaines de milliers de survivants devinrent orphelins. Je dis bien des centaines de milliers de survivants et, grâce aux orphelinats, nous pouvons en dresser des listes, souvent après avoir assisté à la mort de leurs parents. Et oui, un orphelin a deux parents, une père et une mère. Lorsqu'on connaît le nombre d'orphelins, nous pouvons également connaître le nombre de parents. Et pour une partie des victimes de génocide, avoir une situation plus précise. Beaucoup furent abandonnés lors des déportations, recueillis dans les rues, les déserts ou les camps, enlevés et islamisés de force dans des familles ou institutions turco-ottomanes. À partir de 1918, ces enfants deviennent une priorité humanitaire internationale. L'organisation américaine Near East Relief constitue un des piliers principaux, avec une prise en charge de 100 000 à 132 000 enfants orphelins, avec des réseaux de dizaines d'orphelins d'orphelinat, en Arménie occidentale, en Syrie, au Liban, en Palestine, au Caucase. Et en 1922, 100 000 enfants ont été hébergés, plus 100 000 recevant une aide partielle. Il s'agit de l'un des plus grands dispositifs humanitaires de l'histoire contemporaine. Pour ceux qui veulent mettre en doute la question du génocide des Arméniens, ou qui minimisent cette question. Le système d'orphelinat repose sur une coopération internationale. La Croix-Rouge internationale, la Société des Nations, le Fonds du Lord Mayor de Londres, des missions protestantes et catholiques, et également, bien entendu, des organisations arméniennes, églises et associations. Et dans certains cas, le gouvernement de la République arménienne du Caucase, qui prend en charge des dizaines de milliers d'orphelins, comme je vous l'ai dit, comme par exemple la ville des orphelins, Gümri, Alexandropol. Puis l'Arménie soviétique aussi poursuivra ses efforts par la suite, lorsqu'elle donnera cette République arménienne du Caucase qui devient la République d'Arménie soviétique. Je précise la différence entre la République arménienne du Caucase et la République d'Arménie, reconnue en 1920 par le Conseil suprême des Alliés. On retrouve des orphelinats au Proche-Orient, au Liban, à Djibyel, Byblos, l'orphelinat Birth Nest, avec plusieurs milliers d'enfants recueillis, avec une formation professionnelle et un programme d'éducation. On retrouve des orphelinats à Razij, Antalias, Saïda, Naram Ibrahim. Le Liban devient ainsi un centre majeur de reconstruction de la jeunesse arménienne. Ce Liban qui, aujourd'hui, se trouve dans une situation catastrophique, dans la guerre, avec une destruction massive de ces villes et un déplacement forcé des populations. On retrouve des orphelinats en Syrie, Alep, principalement centre de collecte d'orphelins. On va appeler ça comme ça. Collecte d'orphelins, ça me fait penser à la cueillette des enfants, de Devshirme. Cueillette des enfants perpétrée par les groupes turcs en tuant les parents et en cueillant les enfants et en formant des janissaires. Des janissaires
qui sont envoyés une fois formés, après plusieurs années, sur les populations civiles arméniennes pour continuer cette œuvre criminelle. À Raqqa et Deir ez-Zor, zone de récupération d'enfants survivants des déserts. Important aussi, nous retrouvons des orphelinats en Palestine, principalement à Jérusalem. Et pour nous, vous imaginez à quel point c'est important et symbolique, cette ville de Jérusalem qui a accueilli beaucoup d'orphelins arméniens. Nous, bien entendu, nous pouvons rappeler Gyumri, environ 30 000 orphelins, probablement le plus grand orphelinat du monde à l'époque. 30 000 orphelins qui ont grandi en Arménie orientale, en République arménienne du Caucase, puis en Arménie soviétique, et qui sont, même jusqu'à aujourd'hui, les fondements de l'État de facto d'Arménie orientale. On retrouve des orphelinats en Grèce, après un accueil massif en 1922, suite à l'incendie de Smyrne. On parle, de 18 000 orphelins qui ont été transférés. Nous avons aussi des orphelinats en Égypte, à Port Saïd, à Chypre, à Corfou, et quelques orphelinats, voire même aux États-Unis. Les orphelinats fonctionnaient pas seulement pour la survie des enfants, pas seulement pour sauver physiquement les enfants, mais aussi pour restaurer leur identité arménienne, leur donner une éducation, voire arménienne, en préservant et en transmettant l'histoire et la langue arménienne, mais également de former une future génération capable de reconstruire la nation arménienne. Voilà les objectifs de formation de ces orphelinats. Les conditions de vie de ces enfants arrivaient souvent seuls, souvent traumatisés bien entendu, sans possibilité d'avoir un accueil psychologique qui permettrait donc de pouvoir mieux prendre en charge ces traumatismes. Et évidemment, pour répondre justement à cette tendance qui est en train de se mettre en place à Yerevan, en voulant faire des listes de victimes de génocide, ces enfants, dans ces orphelinats, étaient sans nom et sans mémoire familiale. Ils étaient récupérés dans les rues ou dans les camps. Les orphelinats offraient bien entendu nourriture, soins médicaux, éducation, souvent en arménien, apprentissage de métiers, menuiserie, couture, artisanat, agriculture. Les orphelinats, par exemple, les orphelines de Razir, ont tissé le Armenian Orphan Rug, le tapis d'orphelin arménien, qui a été offert aux États-Unis. Dans le cadre d'une reconstruction identitaire, ces orphelinats ont eu des actes importants. Un enjeu majeur était de retrouver les enfants arméniens islamisés ou assimilés. On l'a bien vu à l'époque de Landink, où beaucoup d'enfants arméniens islamisés ou assimilés étaient également accueillis à Bolis, à Constantinople, dans les fondations pour pouvoir les prendre en charge. Il fallait aussi, bien entendu, leur redonner une langue, une religion,
et bien entendu un nom, les fameux noms dont certains politiques à Yerevan veulent faire des listes. Cela a été un travail essentiel de sauvetage culturel et non seulement humanitaire. À cela, il faut quand même préciser une chose, c'est que ces enfants, ces orphelins, qui étaient donc en fait la preuve vivante qu'un génocide s'est perpétré contre la nation arménienne. Ces enfants représentaient l'avenir de la nation arménienne. Vous connaissez tous l'intervention entre guillemets très intelligente du président Erdogan qui parlait des restes de l'épée. Les orphelinats étaient donc un lieu de mémoire et de survie collective. Les enfants des orphelinats deviennent ainsi les fondateurs de la nation arménienne moderne, les acteurs de la reconstruction communautaire dans le cadre du Liban, la Syrie, la France, voire les États-Unis. Ce traumatisme et ce silence, beaucoup d'orphelins ont perdu toute leur famille. Ils n'ont jamais parlé de leur passé, voire très rarement. Ils ont transmis une mémoire fragmentée aux générations suivantes. Et nous, au niveau de l'Arménie occidentale, nous sommes chargés de reconstituer cette mémoire fragmentée, de la défendre et de défendre les droits de ces enfants, de cette population enfantine qui correspond au terroir vivant de la nation arménienne. Des enjeux politiques, bien entendu, ont été mis en place par les orphelinats, des instruments de résistance culturelle. On a vu aussi une influence occidentale. On a compris que certains centres religieux préparaient ces enfants dans leur formation religieuse. On a vu beaucoup d'enfants islamisés qui ont, avec cette islamisation, qui ont perdu une partie de leurs racines. Et on les retrouve, ces enfants, en Arménie occidentale. On les retrouve en Syrie, dans les populations, pas seulement arméniennes, mais également kurdes, voire arabes. L'assimilation forcée préalable, avant leur sauvetage, de nombreux enfants ont été turquisés. Je l'ai dit, islamisés, c'est-à-dire convertis de force, intégrés dans des familles non arméniennes. Ici, on parle de milliers d'enfants qui forment aujourd'hui non seulement la population arménienne d'Arménie occidentale, mais également la population du Moyen-Orient en grande partie. Malgré les efforts, bien entendu, ces enfants ont vécu la famine, les maladies, et le manque de ressources était fréquent au sein de ces orphelinats, évidemment. Certains orphelinats ont aussi servi à des fins missionnaires, comme je l'ai dit, ou à des objectifs politiques des puissances étrangères. Les orphelinats issus du génocide commis contre les Arméniens de 1894 à 1923 constituèrent un phénomène humanitaire mondial sans précédent, un outil de survie nationale, un espace de reconstruction identitaire
Ils ont permis de sauver des dizaines de milliers d'enfants arméniens, de préserver une continuité du peuple arménien d'Arménie occidentale jusqu'à aujourd'hui, de former la base de la nation contemporaine. Sans ces orphelinats, une part essentielle du peuple arménien aurait disparu. Alors, quoi répondre à certaines personnalités politiques à Yerevan lorsqu'ils nous parlent de faire des listes des noms de nos populations victimes du génocide, voire de nos orphelins? Est-ce que, est-ce que ces gens prennent conscience de ce qu'ils demandent? Les orphelinats ont fonctionné jusqu'en 1930 à travers tout le Proche-Orient. Ils ont accueilli des enfants, ils ont formé des enfants, ils ont renforcé la base nationale de la nation arménienne. Qu'est-ce que nous pouvons présenter sur le plan juridique aujourd'hui? Nous avons la preuve qu'il a existé un système mondial coordonné d'assistance à l'enfance déplacée d'Arménie occidentale. Les orphelinats sont la conséquence directe de destruction des familles, des déportations forcées, de l'extermination ciblée. Ces faits relèvent aujourd'hui de la définition du génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, notamment les articles correspondant au meurtre de membres du groupe ou les articles correspondant au transfert forcé d'enfants. Les enfants orphelins arméniens d'Arménie occidentale constituent une preuve structurelle du crime. Concernant les transferts forcés et l'assimilation, beaucoup d'enfants donc ont été islamisés, placés dans des familles non arméniennes, privés de leur identité. Cela correspond juridiquement à un transfert forcé d'enfants, à l'acte de génocide. Là, dans ce cas-là, nous ne parlons uniquement que des orphelins, que des enfants. Lors d'une prochaine intervention, nous parlerons aussi des réfugiés. Et la destruction de l'identité culturelle, la destruction de notre identité, c'est-à-dire qu'en fait, nous détruire au point où nous ne ressentons plus notre arménité dans notre cœur, nous frapper au cœur pour que nous ne puissions plus ressentir cette arménité en nous. Souvent, ça a fonctionné. Parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, notre identité est plus forte et elle se maintient. Elle se maintient de différentes façons. Elle se maintient, bien entendu, par notre langue, par notre histoire, par notre culture. Mais elle se maintient aussi par notre détermination à vouloir justice, à vouloir des réparations par rapport à tous les crimes qu'ont subis la nation arménienne, et également ses enfants. Au niveau de la protection de l'enfant en droit international, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une absence de cadre juridique global contraignant, et le droit humanitaire encore était embryonnaire. Mais aujourd'hui, il existe une convention relative aux droits de l'enfant. Il existe les conventions de Genève. Nous devons, et il existe aussi la déclaration sur les droits des peuples autochtones, et nous devons tout faire pour pouvoir mettre en avant les mécanismes qui nous permettent l'application, l'exécution de nos droits.
La responsabilité de l'Empire ottoman est claire, mais également la responsabilité de la Turquie de l'époque, et aussi de la Turquie aujourd'hui, face au génocide perpétré en Artsakh. On parle ici de responsabilité directe. On parle ici de destruction des familles, d'exclusion des communautés, de destruction des villes, voire des villages, de création massive d'orphelins. On parle de responsabilité pour les enlèvements, l'assimilation forcée, les enlèvements d'enfants, lorsqu'on oblige des filles orphelines à l'âge d'entre 9 et 11 ans de se marier. Les responsabilités correspondent aujourd'hui à un crime de génocide, à un crime contre l'humanité, qui a été déjà dénoncé par la Triple Entente le 24 mai 1915, en dénonçant les nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation perpétrés par le gouvernement turc. Il y a aussi des responsabilités des États tiers, et on va y revenir. Particulièrement, on parle de l'Allemagne impériale, alliée de l'Empire ottoman et de la Turquie. J'insiste sur ces deux termes. Avec la connaissance des faits, avec l'absence d'intervention, mais également avec la participation directe à la formation des structures militaires qui ont perpétré les crimes. Je rappelle qu'en 2015, le président allemand a reconnu la complicité de l'Allemagne dans l'exécution du génocide des Arméniens. Complicité de génocide, responsabilité pour manque d'aide ou sans aide ou assistance. Responsabilité collective au niveau, à l'époque, de la Société des Nations, transformée en l'Organisation des Nations Unies. Intervention humanitaire tardive, absence de mécanismes contraignants. Limite structurelle du droit international avant 1945. Ça, c'est un prétexte. Les États, et particulièrement les États membres du Conseil suprême des Alliés et des États associés, avaient la possibilité d'intervenir. Ici, je voudrais revenir un instant sur la France, qui s'était engagée suite à la formation d'une armée arménienne, de la Légion d'Orient, transformée ensuite en Légion arménienne, suite à la libération, aux promesses de libération de la Cilicie qui ont été exécutées, in fine. Mais avant tout, la Légion a été envoyée en Palestine dans le but de former un futur foyer national juif. Et ensuite, elle a été déplacée au Liban, en Syrie. Et c'est seulement après qu'elle a pu libérer sa terre ancestrale. Le déplacement en Palestine, aujourd'hui, montre que les Arméniens ont libéré du joug ottoman un territoire, le territoire, justement, du peuple palestinien. Des orphelinats comme réponse proto-juridique constituent une forme précoce de protection internationale. Une intervention humanitaire transnationale, une coordination
multi-acteurs et une protection de populations civiles vulnérables que sont nos enfants. Il préfigure, comme nous le voyons actuellement, des missions de l'ONU ou le système humanitaire moderne. Les enjeux juridiques contemporains sont très importants, puisque les orphelinats représentent aujourd'hui une preuve matérielle de l'ampleur du crime, de la destruction du tissu familial. Ça représente également un fondement pour des revendications juridiques, voire des actions juridiques, pour des réparations précises, des réparations morales, des réparations matérielles, culturelles, évidemment. Et je suis étonné que les structures politiques de Yerevan n'en parlent pas. Évidemment que nous ne pourrons jamais réparer les crimes, la mort de plusieurs centaines de milliers, voire de plusieurs millions d'Arméniens. C'est irréparable. C'est pour ça que c'est nommé comme un génocide. Mais quand on parle de réparation, c'est pour donner à la population rescapée la possibilité de se reconstituer sur son sol national, la possibilité de donner une perspective d'existence en respectant son identité nationale, en respectant toutes ces valeurs et toutes ces racines qui, depuis des milliers d'années, comme je l'expliquais, sont la base de notre existence. Les préjudices se poursuivent. Les préjudices se poursuivent. Et les préjudices se poursuivront tant qu'il n'y aura pas un système de réparation, tant qu'il n'y aura pas justice. La question n'est pas de, de vouloir la paix. Évidemment, nous voulons, tout le monde, tous les Arméniens veulent vivre en paix. Mais les Arméniens demandent justice. Justice pour tous ces crimes qui ont été perpétrés. Justice par le fait que nos territoires nous ont été enlevés. Justice parce que si les Arméniens n'obtiennent pas réparation, ça signifie que le droit international ne fonctionne pas devant ce type de crime. Et si le droit international ne fonctionne pas devant ce type de crime, ça signifie que ce type de crime va se perpétuer sur d'autres populations, sur d'autres enfants. Et si nous avons ne serait-ce qu'un sentiment, ne serait-ce qu'un sentiment affectif vis-à-vis des familles, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des droits de l'homme, un sentiment affectif vis-à-vis des droits, on peut aussi comprendre qu'il faut réparer pour éviter que cela se reproduise. Et l'actualité nous montre qu'un crime non réparé se perpétue dans le temps. Je parle du génocide, d'un crime contre l'humanité non réparé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme juridique, qui n'a pas été sollicité de mécanisme juridique pour pouvoir réparer ce crime.
ce crime se perpétue dans le temps. Et pourtant, les orphelinats issus du génocide commis contre les Arméniens ne sont pas seulement des structures humanitaires, mais ils sont également des preuves historiques du crime, des éléments juridiques fondamentaux, des instruments de survie nationale. Ils permettent d'établir la destruction systémique des familles, le transfert forcé d'enfants, la nécessité d'une réparation internationale. Alors, même si les historiens sont unanimes, pourtant j'ai voulu en savoir plus pour répondre à tous les négationnistes et falsificateurs, que ce soit en diaspora ou, comme je vous l'ai précisé, en Arménie orientale. Quand bien même nous pouvons lister le nombre d'orphelins et d'orphelines ayant été sauvés par les différents centres et orphelinats, et par conséquent le nombre de parents victimes, évidemment. Établir une liste exhaustive des noms des victimes d'un génocide tel que celui commis contre les Arméniens est matériellement illusoire. Les raisons sont multiples. Destruction systématique des archives, disparition de communautés entières, déportation sans enregistrement administratif, mort dans des zones désertiques, sans sépulture ni identification. Il suffit pour cela d'aller dans les déserts de Deir Zor pour le constater. Pour constater les ossements de nos familles qui portent un nom. Ils sont Hay, ils sont arméniens. Ils portent le nom. Détournement ou destruction des documents administratifs et actes de propriété, etc. Nous l'avons bien vu. Effectivement, il existe des familles qui avaient gardé, qui ont pu garder des actes de propriété. C'est vrai. Ces actes leur ont été enlevés. Pas les copies, les originaux. Par des structures politiques arméniennes. Et ces actes, pour beaucoup, ont brûlé. Dans ce contexte, exiger des noms reviendrait, selon plusieurs spécialistes, à appliquer des critères inadaptés à la réalité des crimes de masse du début du XXe siècle. Aucun génocide reconnu internationalement n'a reposé sur une liste exhaustive de victimes. Pour la Shoah, malgré un travail mémoriel considérable, plusieurs millions de victimes restent non identifiées. Pour le génocide des Tutsis au Rwanda, les estimations reposent sur des reconstructions démographiques. Pour Srebrenica, les identifications se poursuivent encore aujourd'hui. Le droit international n'exige pas une liste nominative complète, mais repose sur un faisceau de preuves convergentes. La jurisprudence internationale, notamment devant la Cour internationale de justice, établit clairement que la preuve de génocide repose sur l'intention de détruire un groupe, le caractère systématique des actes, des éléments matériels, témoignages, archives, rapports diplomatiques, et non sur une identification individuelle exhaustive des victimes, principalement dans le cas du génocide des Arméniens, les preuves sont abondantes. Rapports diplomatiques allemands, américains et austro-hongrois, voire français. Témoignages de missionnaires et survivants. Documents ottomans. Jugement de la cour martiale de Constantinople en 1919. Pour exemple seulement. La question soulevée
par Monsieur Pachinian est d'autant plus sensible qu'elle touche indirectement au sort des enfants, au sort de nos enfants, les enfants de la nation. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été tués, sont morts lors des déportations, ou ont été enlevés, convertis et assimilés de force. Beaucoup n'ont jamais été identifiés. Les orphelinats créés après le génocide témoignent donc précisément de cette disparition massive de filiation. Exiger leur nom reviendrait à nier la réalité même du crime, selon certains juristes. Nier la négation du crime, celle d'une destruction qui efface jusqu'à l'identité des victimes. Plusieurs experts s'inquiètent des implications d'une telle approche. Elle pourrait être instrumentalisée par les négationnistes. Elle introduit un standard de preuve irréaliste. Elle affaiblit les fondements juridiques des revendications arméniennes d'Arménie occidentale, particulièrement. En droit international, la reconnaissance d'un génocide ne dépend pas d'un décompte nominatif, mais d'une démonstration globale et cohérente. Pour soulever aujourd'hui une telle question, certains analystes y voient une volonté de repositionnement diplomatique, une tentative de dialogue avec l'État criminel de la Turquie, ou une redéfinition du discours officiel du régime d'Erevan. D'ailleurs, on le constate également dans la volonté du régime d'Erevan de revisiter la déclaration d'indépendance de la République d'Arménie. La déclaration d'indépendance, c'est-à-dire celle qui a été utilisée pour inscrire la République d'Arménie pour qu'elle devienne membre dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Vous imaginez, en tout cas vous pouvez imaginer, les conséquences que cela pourrait produire si le régime d'Erevan revisite cette déclaration d'indépendance et donc revisite le support juridique sur lequel la République d'Arménie est devenue membre de l'ONU. Puisque la constitution de la République d'Arménie a été faite uniquement en 1995, alors que l'Arménie est devenue membre de l'ONU en 1991. Mais cette démarche comporte des risques, notamment celui de fragiliser un consensus historique et juridique solidement établi depuis des décennies. Pour les descendants des victimes, la question est profondément existentielle. Nos familles ont été détruites, demander des noms, c'est ignorer que justement ils ont été effacés, confie un représentant de l'Arménie occidentale. La mémoire du génocide repose en grande partie sur des récits fragmentés, des reconstructions familiales, des archives incomplètes, souvent détruites par les États criminels eux-mêmes. C'est précisément cette absence qui constitue une preuve. La déclaration de Sieur Pachinian relance un débat essentiel mais délicat. Elle pose une question fondamentale. Comment prouver un crime dont l'un des objectifs était précisément d'effacer toute trace des victimes et où le négationnisme fait partie intégrante du crime depuis le début, avec pour objet de détruire la substance victimaire
du crime en question, c'est-à-dire la nation arménienne. Le génocide des Arméniens ou le génocide arménien. Il n'y a de crime que s'il y a des victimes. Et s'il y a des victimes, elles ont des droits. À l'exemple, par exemple, de la reconnaissance française, pas de victimes, pas de droits, donc pas de réparation, et par conséquent, in fine, pas de crime. Pour les juristes comme pour les historiens, la réponse est claire. Le génocide se démontre par la convergence des preuves, non par l'exhaustivité des noms. Dans ce contexte, la prudence s'impose, car au-delà des enjeux politiques immédiats, c'est la compréhension même du crime et la solidité de sa reconnaissance internationale qui sont en jeu. C'est pourquoi j'appelle tous les membres de la nation arménienne, tous ceux qui se reconnaissent dans mes explications, tous ceux qui sont sensibles également à cette démonstration, à ces explications qui montrent qu'en fait, la volonté de falsifier, la volonté de nier existe encore, alors que tout a déjà été démontré, alors que la nation victime n'a même plus accès au retour sur ses terres, comme on le voit bien par rapport à l'Artsakh, alors que des crimes se poursuivent pour les autres populations, et on le voit bien en Palestine. J'appelle toutes les personnalités qui sont sensibles aux droits de l'homme, qui sont sensibles à la justice face au crime, de se réunir et de renforcer nos positions. Nos positions, les positions des Arméniens d'Arménie occidentale, ont un objectif, c'est de défendre le droit international pour tous les peuples, non pas seulement pour les Arméniens. Vous le savez bien, les Arméniens n'attendent plus grand-chose. Disons qu'ils ont une vision très pragmatique du fonctionnement du monde, du fonctionnement des États, du fonctionnement des systèmes. Ce n'est pas parce que certaines personnalités qui, volontairement ou involontairement, utilisent la question des victimes du génocide des Arméniens pour des ambitions personnelles, que toutes les forces arméniennes fonctionnent de la même façon. Il faut bien comprendre qu'il existe, même dans les forces politiques arméniennes, on va dire, des personnalités qui n'ont pas besoin d'utiliser cette situation victimaire, nos orphelins, nos orphelines, pour des ambitions personnelles. Ils ont des objectifs beaucoup plus juridiques, ils ont des objectifs de réparation, afin de montrer l'exemple à tous les États qui pourraient, indirectement ou directement, être complices d'un crime contre l'humanité.
Je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour vous présenter un nouveau dossier concernant la thématique des réfugiés conséquents au génocide des Arméniens, de cette population exilée qu'on peut de façon très concrète évaluer, puisque beaucoup d'États qui ont accueilli ces réfugiés ont bien entendu enregistré leur arrivée. Et donc nous reviendrons sur ces questions-là dans le détail, afin que nous puissions également, non pas répondre aux représentants du régime d'Erevan aujourd'hui, mais répondre à toutes les personnalités, à toutes les personnes qui sont sensibles sur la question des droits de l'homme et qui combattent, on va dire, des États qui ont inscrit, euh, on va dire, dans leur constitution, parce que c'est souvent le cas, euh, la question du génocide des populations. Je voulais vous remercier et j'espère que j'ai pu un petit peu éclairer la situation. À très bientôt, peut-être en langue arménienne.